est parti. Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir Isabelle et merci surtout d'avoir accepté cette invitation à parler d'un sujet qui, à mon sens, va être hyper intéressant parce qu'on entend tout et son contraire par rapport à l'état de la PNL à ce jour. Donc, à ce Oui. titre-là, ça m'intéresse déjà énormément. Bon, je pense que c'est quasi inutile de te présenter, comme tu es déjà dans la Oh branche non! depuis un paquet d'années, c'est-à-dire, je crois, plus de 20, 30 ans, je ne sais pas exactement, mais très très longtemps. J'ai lu Oui. quelque part que tu as été la première femme francophone formée en tant que, comment on dit, enseignante ou maître enseignant, je ne sais pas exactement comment on dit. Donc tout ça nous encourage à t'écouter avec grande impatience et vraiment le sujet, je trouve que tu l'as extrêmement bien choisi et c'est pour ça que je te cède le Oh, micro. merci beaucoup, Christian. Bonjour à vous tous et un petit coucou aux personnes qui nous écoutent aussi en différé, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent par la suite. La beauté de travailler avec le net, hein? C'est fantastique que ce soit comme ça. Je vais faire un petit retour en arrière. Ça va nous rajeunir tous, mais moi en particulier, parce que figurez-vous que ça fait 45 ans que je fais de la PNL, même plus. Donc, ouais, donc ça fait longtemps, longtemps, presque au tout début que la PNL existait. J'ai la chance d'avoir des parents français, mais qui ont immigré au Québec quand j'étais enfant. Donc, c'est pour ça que peut-être au niveau de l'accent, vous dites, ah, elle a peut-être moins l'accent québécois que certaines personnes, mais c'est aussi parce que je voyage beaucoup. Mm. Et au Canada, je ne sais pas si vous savez ça, mais au Canada, ben, on n'est pas trop loin des États-Unis, ce qui fait que tout ce qui se développe comme discipline particulière aux États-Unis, c'est pas tellement long que nous, au Canada, on les a aussi. Donc, quand la PNL s'est développée au tout début des années 70, ben, très, très rapidement, on a déjà eu, nous, de l'information ici au Canada avant même qu'elle soit diffusée en Europe, déjà, sur cette magnifique discipline-là. Donc, certains d'entre vous, ben, vous connaissez la PNL, d'autres, ça va être une belle découverte que vous allez faire. Donc, je ne peux que me réjouir que le plus de personnes possible connaissent cette discipline que j'adore depuis tellement d'années. Je suis encore très enthousiaste, vous savez, j'ai encore la passion d'étant donné aussi. Donc, quand j'ai connu la PNL pour la première fois, j'étais adolescente. Et c'était des Américains qui étaient venus au Québec pour donner des conférences et des formations aussi. Ils n'appelaient pas ça PNL à l'époque parce que le mot PNL n'était pas tellement connu, mais c'en était parce qu'ils étaient des enseignants en PNL, probablement parmi les premiers enseignants aux États-Unis qui avaient été formés à l'époque. Et en étant adolescente, je parlais totalement anglais. J'ai eu la chance de faire mes études autant en français qu'en anglais, ce qui fait que j'ai été traductrice pour eux. J'ai fait de l'interprétation devant des groupes. J'étais habituée de faire ça. Je le faisais déjà. C'était facile pour moi. Ce qui fait que quand on interprète, ben, toute l'information passe à travers nous. C'est plus facile de modéliser, d'apprendre puis d'intégrer au fur et à mesure. Parce que tout ce qu'il disait, je devais l'interpréter, le décoder dans ma tête, comprendre ce qu'il voulait dire pour utiliser les bons mots par la suite. Donc, ça a été, je dirais, assez intensif quand ces Américains sont venus à Montréal pour donner ces ateliers, ces conférences spécialisées. Et je me suis bien adonnée avec eux. On a eu beaucoup de plaisir ensemble. Et quand ils sont revenus un petit peu plus tard au Québec pour donner des formations en résidentiel et en formule intensive de PNL, ben, j'étais au début de entre 18 et 20 ans et tout de suite, je me suis inscrite. Donc, mon argent de poche, c'est pas mes parents qui ont payé, là. Mon argent de poche a servi, j'étais tellement passionnée par tout ça. Mon argent de poche a servi donc à m'inscrire à cette formation. Et tout de suite, dès les premiers moments que j'ai entendu parler de ça, parce que je l'ai vécu, il y avait des exercices, c'est tellement, tellement du vivant, la PNL, et non pas que de la théorie, que j'ai dit, waouh, j'ai envie d'enseigner ça. J'ai envie de l'utiliser pour accompagner les gens. D'autant plus qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose dans la francophonie. Et je me suis dit, bon, ben, ça serait bien de rendre ça disponible un petit peu dans le monde francophone. Donc, quand j'ai commencé, rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille faire un petit tour aux États-Unis pour rencontrer les créateurs de la PNL, pour mieux comprendre l'approche. Donc, j'étais autour de début vingtaine. Mais je ne sais pas si ça a été votre cas, mais moi, je venais d'une famille très, très modeste. Et à 20 ans, ben, je n'avais pas vraiment d'argent pour voyager à l'étranger.
Mais la vie fait bien les choses, hein. On appelle ça la synchronicité, hein. Les événements se mettent en place. Ce qui fait que je recevais déjà des clients. Je sais que ça a l'air drôle de dire qu'à 20 ans, je faisais déjà la consultation. Ça ne s'appelait pas du coaching à l'époque parce que le coaching n'existait pas encore, mais c'était de l'accompagnement. Ça a toujours été ma voie d'être là pour les gens, de comprendre les gens et d'être à l'écoute de ce que les gens font. Et un des clients que j'ai reçus en consultation venait des États-Unis, de la Floride plus particulièrement. J'ai toujours attiré aussi des gens sur le plan international depuis que je suis enfant. Et ce client-là, il était enseignant en PNL. Waouh, qu'est-ce que la vie fait bien les choses. C'est la porte d'entrée au monde de la PNL, vraiment. Ayant connu ça quand j'étais jeune, adolescente, que je rencontre un client qui est enseignant et que moi qui voulais faire les formations, mais qui n'avais pas les moyens financiers de pouvoir le faire, j'ai eu une révélation et un don, un cadeau du ciel incroyable que je remercie. Je suis dans le remerciement continuel qu'on a entendu mon appel pour que je sois dans ma mission de vie. Ce client, une fois qu'il est retourné chez lui, donc en Floride, il m'a envoyé par la poste, parce qu'à l'époque, la poste fonctionnait très, très bien, encore aujourd'hui, et il m'a envoyé un gros carton, grosse, grosse boîte que j'ai reçue chez moi. J'ai ouvert, il y avait une enveloppe sur le dessus, et à l'intérieur de la boîte, il y avait des piles de livres en PNL, en anglais bien sûr. Il y avait aussi, je ne sais pas si vous savez, les grosses cassettes vidéo, là. Il y a longtemps déjà de ça, pour que j'écoute les formations. Donc, c'était que des outils de PNL et l'enveloppe sur le dessus, je l'ai ouverte. Et dans l'enveloppe, il y avait des billets d'avion pour aller sur une formation de PNL avec Bandler et Grinder en Californie. Wow! Ouais, donc c'est pour ça que je disais le cadeau du ciel, réellement, très rapidement. Donc, je suis allée là-bas aux États-Unis faire mes formations. Et de fil en aiguille, j'ai tellement aimé ça que je suis allée faire d'autres formations avec d'autres personnes de la PNL parce qu'il y avait Pat James, avec qui j'ai fait mes formations, John Overdorf, oh, tellement aussi, Wyatt Woodsman. Enfin, je vais le passer parce que la liste serait beaucoup trop longue. J'avais ce désir d'apprendre avec des personnes différentes pour justement avoir une opinion, pas uniquement en termes de style d'apprentissage, mes besoins ou eux dans leur style d'enseignant, mais plutôt avoir des visions culturelles aussi différentes de cette approche. Donc, j'ai pris bien sûr plaisir à me former, mais comme dès le départ, ce que je voulais, c'était l'enseigner, ben, ça n'a pas été long. J'ai fait des formations intensives, j'ai enchaîné le praticien, le maître praticien, et, beau hasard de la vie, encore une belle synchronicité, la formation d'enseignant se donnait quelques mois plus tard, après que j'avais suivi mes formations en intensif aux États-Unis, et je me suis inscrite. Tada! Donc, depuis toutes ces années où je transmets, j'explique la PNL, d'où ça vient, mais ce qui me touche aussi, c'est cette capacité de générer des changements, travailler sur soi, devenir une meilleure personne, enfin tout ce que vous savez si vous faites déjà de la PNL. Et si vous n'en faites pas encore, c'est peut-être ce qui vous appelle à venir avec cette magnifique approche aussi. Et comme ça fait très longtemps que je suis dans le domaine, ben, j'aimerais vous parler de toute l'évolution. Bon, là, on en aurait pendant des heures, je vais faire ça court, je promets. On va faire un gros sommaire. Mais cette belle évolution de cette discipline, en parlant aussi des challenges et des défis que la PNL a eus dans le passé. Il y en a encore quelques-uns, mais les plus gros des challenges sont dans le passé par rapport à cette discipline-là. Et peut-être aussi, ça va vous aider à mieux comprendre les réactions que certaines personnes peuvent avoir, soit en disant waouh, la PNL c'est génial ou oh, la PNL c'est risqué. Et, comment ça se fait que les gens ont ces réflexions? Parce que depuis que la PNL a été créée dans les débuts des années 70, donc ça fait quand même longtemps, elle a passé par plusieurs phases de développement. Donc pendant longtemps, je disais que la PNL était adolescente parce qu'elle avait beaucoup de révoltes de toutes sortes de manières à droite et à gauche. Bon, depuis un an ou deux, c'est assez récent, mais là, je perçois qu'on est rendu vraiment dans l'adulte, là, ça s'installe. Et on est rendu dans l'évolution, dans le changement, vers l'ouverture, vers encore beaucoup de choses à découvrir et à développer. Donc, pour moi, c'est le début, même si ça fait plus de 40 ans, comme j'ai dit, que je fais de la PNL, mais c'est le début de nouvelles aventures.
C'est merveilleux de voir, il y a des pays qui n'enseignaient pas la PNL qui l'enseignent maintenant. La PNL se retrouve presque partout sur la planète, dans presque tous les pays, peu importe les religions, parce que ce n'est pas du tout en lien avec ça, c'est en lien avec l'être humain, la profondeur de l'être humain, de sa compréhension, de son savoir-être et non pas que de son savoir-faire. Donc, cette excitation m'a emmenée, quand j'étais très, très jeune, à dire, OK, je veux l'enseigner. Bon, c'est bien beau tout ça, hein? Mais la PNL n'était pas très connue quand j'ai commencé à l'enseigner. J'étais une des premières au Canada, en tout cas, à parler de PNL à l'époque. Donc, j'ai dû défricher beaucoup. J'ai dû faire beaucoup d'éducation aux gens autour, bien évidemment. Et j'ai entendu toutes sortes de choses. Et c'est tout ça que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, de cette magnifique discipline en évolution. Ouais. Donc, quand j'ai commencé à apprendre la PNL, bon, premièrement, c'était en anglais. Donc, dans ma tête, j'ai dû traduire tous les concepts parce que vous vous doutez bien qu'un mot en anglais, on ne le traduit pas exactement de manière identique en français. Donc, un des gros défis que j'ai eu au début, c'était de me dire, OK, c'est quoi le mot juste? Et je vous en parle parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres sur le PNL aujourd'hui. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Il y a beaucoup d'écoles de formation différentes. Et d'une école de formation à l'autre et de livres ou de manuels de formation aux autres, des fois, on n'utilise pas les mêmes termes, mais on parle de la même chose. Donc, des fois, c'est un peu mélangeant de s'y retrouver à travers ça. Après, bon, ben, en bonne québécoise que je suis, défendeur du français, vous allez dire, oula, chez nous, il n'y a pas de stop, hein, ce sont des arrêts, hein, vous savez peut-être. Là. Donc, quand j'entends en PNL des choses comme submodalité en français, pour moi, c'est une mauvaise traduction parce que submodality, ça veut dire sous-modalité comme sous-marin, submarine. Enfin, c'est un petit détail que je vous dis, mais j'ai dû, dans ma tête, pour moi, dans un premier temps, dire, OK, c'est quoi le mot juste? Et des fois, c'était bizarre un peu comme avec le métamodèle. Je vais y revenir parce qu'il y a beaucoup de choses par rapport à ça. Il y avait des mots en anglais, comme on disait, violating the metamodel. Donc, en français, ça a été traduit par violer le métamodèle, alors que c'est pas ça du tout. Violer, c'est rape en anglais. Ça veut dire c'est une violation du métamodèle. Et ce que ça voulait dire, c'est qu'il était mal utilisé. Donc, il y a beaucoup de termes qui ont été mal traduits, ce qui font que des fois, on a de la difficulté un petit peu à se comprendre dans les différentes terminologies. Vous le savez peut-être pas, mais j'enseigne la PNL depuis très longtemps. Donc, en fait, quand j'ai dit ça fait une quarantaine d'années, 45 ans que je fais de la PNL, c'est vrai. Et j'ai commencé à enseigner ma toute première formation de PNL il y a bien longtemps, c'était dans les années 80-90. Et j'ai commencé à donner des formations d'enseignants en PNL il y a très longtemps aussi. Je pense que je suis contente de vous annoncer que je suis en train d'enseigner en ce moment, en train de donner ma 30e formation d'enseignant en PNL. 30e, c'est quelque chose. 30, ouais, c'est quelque chose. 30 groupes de gens de tous les pays du monde. En ce moment, il y a une douzaine de participants qui suivent la formation à peu près. Et ils sont de 8 pays différents. Donc, ça me réjouit. C'est pour ça que je veux vous parler de la suite, le vent. Tu sais, qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce qu'il y a tellement de choses partout. Donc, dans cette évolution, mais aussi ce démarrage, j'ai appris beaucoup de choses à l'époque, donc la terminologie, des techniques, et je me suis rendu compte, parce que mon but c'était de l'enseigner, qu'il y a des choses que j'avais apprises qui n'étaient peut-être pas tout à fait justes. Et quand je commençais à l'enseigner, ben, je me rendais compte que ce n'est pas les résultats que j'avais dans ce que moi j'avais appris. Et là, je dis, oh là, je pense qu'il y a un problème. Donc, très, très rapidement, je me suis dit, la PNL a besoin d'évoluer. On a besoin d'avoir plus de recherche scientifique et de compréhension des différents modèles et peut-être de revisiter nos connaissances par rapport à ça. Donc, il s'est passé toutes sortes de choses à l'époque. Si vous n'avez pas encore fait de formation en PNL, ce que je vais dire, ce n'est pas du tout pour vous embêter ou pour vous dire qu'il y a un gros problème en PNL. Je vais juste vous dire l'évolution qui a eu lieu et la compréhension de pourquoi la PNL est super bien perçue ou des fois mal perçue par certaines personnes. Et aussi ce cheminement que j'ai vécu, et je ne suis pas la seule en tant qu'enseignante, d'avoir réalisé que j'enseignais des choses qui n'étaient pas justes. Et ça, pour quelqu'un comme moi, qui aime bien les belles affaires, les belles choses, bien connaître mes sujets, ça m'a permis de faire des belles recherches, d'approfondir mes connaissances, de me poser les bonnes questions
et aussi de remettre en question l'enseignement d'enseignants pour que les futurs enseignants arrêtent de donner de l'information qui n'est plus scientifiquement prouvée ou qui est carrément fausse par rapport à ce qu'on avait appris au début. Donc, je vais partager certaines de ces petites choses-là avec vous. Je ne ferai pas tout le tour de tous les contenus qui sont justes ou qui sont faux, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont importants à savoir. Donc, j'aimerais partager ça aujourd'hui avec vous. Et à l'époque, quand j'ai appris ma formation de PNL et que j'ai commencé à enseigner, il y a eu quelques soucis aux États-Unis par rapport à l'enseignement. Comme vous savez, l'enseignement de la PNL avait commencé aux États-Unis. Et il y a eu quelques soucis à l'époque aux États-Unis, principalement venant de Richard Bandler. Donc, faisons un retour en arrière. Si vous faites de la PNL, ben, vous savez, hein, je vais faire un partage d'écran. Si vous faites de la PNL, vous savez que les créateurs de la PNL, c'est John Grinder. Hop, Richard Bandler. Tiens, 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 c'est bizarre ça, il s'est changé. Tiens. Bizarre, pauvre Bandler. Richard Bandler, c'est merveilleux qu'on peut le corriger directement. Donc, Richard Bandler et John Grinder, les créateurs de la PNL, dans un tout début. Moi, j'ai appris, donc encore une fois, je remonte il y a très longtemps. Hein. Donc, quand j'ai appris la PNL, j'ai appris que c'était Richard Bandler et John Grinder qui ont été les créateurs de la PNL et probablement que c'est ce que 99,9% des gens qui font de la PNL sur la planète savent. Mais par la suite, j'ai découvert et j'ai appris qu'ils n'étaient pas seuls. Bon, il y avait des collègues, des collaborateurs, mais au-delà des collaborateurs, il y avait aussi quelqu'un d'autre qui était un co-créateur, mais qui, pour toutes sortes de raisons, n'a pas été bien nommé dans la PNL, et même beaucoup de gens qui enseignent la PNL ne parlent même plus de lui aujourd'hui. C'est Frank Puslik. Frank Puslik. Donc, je vais juste remettre la diapo pour que vous voyez bien sa photo et son nom, pour qu'on puisse être heureux et le remercier. Lui aussi, donc Frank qui est là. Donc, Richard Bandler, John Grinder et Frank Puslik. Ce qui s'est passé à l'époque, on est dans les années 70. On est aux États-Unis, en Californie. Alors, vous pouvez imaginer, dans les années 70, c'était le peace and love. C'était une période magnifique. Il y avait sur la côte américaine beaucoup de jeunes qui venaient de tous les pays du monde pour faire des découvertes. C'était le début de l'analyse transactionnelle. C'était le début, la PNL n'existait même pas encore. C'était le début de la gestalt thérapie. C'était le début d'une ouverture spirituelle. Là-bas, il y avait des massages, les fameux massages Isalen qui existaient. Il y avait des centres où les gens se retrouvaient, pas juste pour ça, là. Ça aussi, mais pour travailler sur eux, pour développer des choses. Et il y avait l'Université de Santa Cruz. À l'Université de Santa Cruz, en Californie, Richard Bandler était étudiant. Il étudiait à l'époque, il voulait devenir psychologue, mais il était informaticien. Donc, il étudiait là-bas et il avait un passe-temps qu'il aimait beaucoup, qui était la gestalt thérapie. Donc, il allait dans un centre là-bas, à Big Sur exactement, dans ce centre où il y avait Fritz Perls, psychiatre, qui donnait, donc le créateur de la gestalt thérapie, qui donnait et qui enseignait là-bas. À la même université de Santa Cruz, John Grinder était enseignant, il était professeur et il enseignait la linguistique. Donc, c'est quelqu'un qui était très, très, très connu là-bas parce qu'il avait fait beaucoup de recherches et de travaux sur Noam Chomsky, un autre linguiste, et sur Alfred Korzybski. Donc, au niveau universitaire, il était professeur aussi au niveau du doctorat. Donc, il était très populaire. Bandler avait envie de faire en sorte que la gestalt thérapie soit transmise et enseignée. En fait, la PNL est venue au monde par cette idée très intéressante de comment on va transférer des connaissances et des compétences aux autres. Donc, Richard Bandler adorait la gestalt, mais Fritz Perls, donc le psychiatre qui l'enseignait, était très âgé et il y avait un souci de comment la discipline va continuer. Et quand Bandler allait aux formations, il trouvait que Fritz Perls n'était pas un très bon enseignant. C'était un très bon thérapeute, hein? Un excellent intervenant, mais c'est pas parce qu'on est intervenant. Moi, je vais juste fermer un peu les rideaux parce que je vois qu'au Québec, nous sommes dans l'après-midi
Il y a beaucoup de luminosité. Donc, ce qui se passait à l'époque, c'est que être bon enseignant, comme aujourd'hui d'ailleurs, hein, on en a parlé tout à l'heure, c'est pas pour tout le monde. Et puis, ça prend une fibre intérieure qui n'est pas la même chose que faire de la thérapie ou de faire de l'accompagnement. Donc, Bandler a demandé à John Grinder s'il pouvait l'aider à modéliser Fritz Perls pour être capable d'enseigner et de transmettre la gestalt. Ce que Bandler a fait par la suite. Il a donné aussi des formations en gestalt. Donc, la PNL a débloqué ou a démarré par ce besoin d'apprendre comment les gens font ce qu'ils font et comment ils font ce qu'ils font pour que les autres puissent apprendre à le faire. C'est ce qu'on appelle la modélisation en PNL, qui est un contenu de niveau maître praticien. Mais la philosophie de base de cette approche-là, c'est le transfert des compétences. Et moi, je trouvais ça génial quand j'ai appris ça au début, parce que même dans le domaine de l'entreprise, on ne parlait pas du tout à l'époque de transférer les compétences. Après, oui, ça s'est développé. Mais en PNL, on disait apprendre à apprendre à apprendre. Et là, c'est quoi apprendre à apprendre à apprendre? Parce que dans le domaine classique de l'éducation, dont je faisais partie parce que j'enseignais, donc j'ai enseigné au primaire, au secondaire au Québec. Dans le domaine de l'éducation, on disait on va apprendre aux jeunes à apprendre. Ça, c'est normal. Mais quand j'ai commencé, on disait aussi on va apprendre aux jeunes comment ils font eux pour apprendre. Trouver leur façon de faire. Et c'est ce que Bandler et Grinder faisaient. Trouver les façons que les gens apprennent pour être capables de mieux leur enseigner. Donc, la PNL est partie de ça, de cet enseignement, je pourrais dire. Et très rapidement, Bandler et Grinder ont collaboré ensemble et à l'époque, collaboré aussi avec Frank Puslik. Mais encore une fois, pendant plus de 30-40 ans presque, on n'a pas entendu parler de Frank Puslik. Pour quelle raison? Ben, vous savez, les petites histoires, donc on va raconter un petit peu des petites choses entre nous, là, c'est juste entre nous, là, personne d'autre l'entend. En fait, Frank Puslik, à l'époque, donc ils collaboraient ensemble avec Bandler, c'est co-créateurs, ils ont créé la PNL ensemble. Il est sorti avec la copine de Bandler. Ouch, ouch. Bon, des petites choses qui arrivent, n'est-ce pas? Donc, vous comprenez bien que Frank a décidé de s'en aller vivre ailleurs. Et il a déménagé et ensuite, il était en Ukraine où il était jusqu'à tout récemment. Là, je ne sais pas trop avec la guerre où il en est, mais jusqu'à récemment, il était là-bas. Et Bandler et Grinder ont continué à être ensemble. Grinder aussi, ça c'est pour la petite histoire, mais que je trouve tellement magnifique. Je ne sais pas si vous savez ça, mais John Grinder était pasteur. Et c'est lui qui a marié Richard Bandler. Wow! Donc lui, il n'a pas sorti avec sa copine, mais ils l'ont marié. Mais il s'est passé toutes sortes de choses à l'époque qui étaient vraiment problématiques, que je n'ai pas appris quand j'ai fait mes premiers niveaux de PNL, parce que ce n'est pas le genre de choses qu'on enseigne aux gens qui font un praticien, un maître praticien, ça les découragerait complètement, mais que je partage avec vous parce que c'est du passé et qu'il y a plein des choses que la vie finit par nous dire, qu'on entend parler un jour. Et si vous en entendez parler un jour, vous allez vous dire, ah oui, Isabelle nous en a parlé, c'est pas un souci, c'est pas un problème. C'était comme ça à l'époque. C'était une période particulière dans ces années-là pour beaucoup de gens qui faisaient du développement personnel. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Puslik est parti de son chemin. Puslik, sa spécialité, c'était un psychologue, c'était les addictions. Donc, il a continué à travailler pour aider des gens qui avaient des problèmes d'addiction. Grinder, lui, avait aussi beaucoup de soucis avec Bandler parce qu'à l'époque, Bandler était cocaïnomane. Vous allez dire, oh mon Dieu, Isabelle, ben oui, mais la folie et le génie sont très liés ensemble des fois, hein, réellement. Hein? Et on cherche des moyens pour être mieux. On cherche des solutions pour résoudre des problèmes. Et sachez qu'aujourd'hui, en addictologie, il y a beaucoup de personnes qui utilisent la PNL parce qu'il y a des beaux protocoles, il y a des choses fantastiques qui ont fait. Donc, à l'époque, Bandler avait un problème important qui était mal traité. Ce qui fait qu'il y a eu plein de situations très délicates et très difficiles. Je n'irai pas dans le détail, mais vous en entendrez parler un jour. Ce qui fait que John Grinder et lui collaboraient ensemble, ont développé la PNL, mais n'étaient pas très heureux comme partenaires d'affaires, comme beaucoup de gens en affaires d'ailleurs, et se sont séparés. Mais c'est la façon que ça a été fait qui a été très compliquée et très difficile, parce que finalement, John Grinder a signé les papiers,
un peu malgré lui, qu'il ne ferait plus de PNL pendant une vingtaine d'années. Et c'est aussi pour cette raison qu'on a moins entendu parler de John Grinder pendant très longtemps dans la PNL et que beaucoup de gens pensent que la PNL, c'est Richard Bandler. Donc, bien sûr, c'est un morceau important. Il est hyper intelligent, il l'est encore aujourd'hui et c'est toute une personnalité que j'admire et que je respecte. Mais à l'époque, il y a eu comme une séparation et cette séparation a fait que ça a été un peu compliqué pour la suite de l'enseignement et de la diffusion des connaissances. La PNL est venue au monde, donc je vous raconte, dans un genre de chalet dans la région de Napa, vous savez où il y a du bon vin en Californie. Et Bandler, Grinder et quelques copains étaient là et puis ils ont modélisé, ils avaient déjà modélisé Milton Erickson, Virginia Satir, Fritz Perls, et ils sont arrivés avec des compréhensions de comment on apprend et comment on enseigne. Je reviens là-dessus, qui était le métamodèle, entre autres, poser des questions pour mieux comprendre la structure du langage de la personne, donc comment transférer des données, des connaissances par rapport au langage, mais aussi avec le modèle de Milton, comment le docteur Erickson disait des choses pour passer des inductions hypnotiques pour aider ses patients, pour aider les gens autour de lui. Donc, la PNL est venue au monde et ils ont choisi le mot PNL. Moi, quand j'ai commencé à apprendre la PNL, je ne savais pas que c'est la PNL parce que mes enseignants ne l'avaient pas nommé comme ça. Mais quand j'ai appris que c'était Neuro-Linguistic Programming, bon, plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était programming, programmation. Tu sais, ça fait bizarre un peu. Et déjà, cette idée, cette notion de manipulation était déjà là à l'époque où on disait, ah, est-ce que c'est pour manipuler les peuples, les gens, qu'on parle de programmation? Donc, ça m'avait un petit peu choqué dans ma vision des choses, la programmation. Bon, aujourd'hui, on dit PNL, hein? C'est rare qu'on va dire programmation neurolinguistique, donc déjà, c'est plus facile. Mais en fait, ce que j'ai compris assez rapidement, c'est étant donné que Richard Bandler est informaticien, la programmation, c'était juste une utilisation normale du langage. Et à l'époque, on utilisait le modèle d'informatique, donc l'ordinateur, pour décrire notre cerveau humain. Donc, beaucoup d'explications qui ont été faites au début de la PNL sur le cerveau sont liées au système informatique qu'on appelait à l'époque la cybernétique, avant que ça s'appelle l'informatique. Donc, quand Bandler a démarré, ça fait longtemps déjà de ça, les modèles qu'il avait appris, c'est des modèles qui sont plus tout à fait justes aujourd'hui en termes d'informatique et de cybernétique, parce que ça a tellement, tellement évolué. Mais on a continué dans le domaine de la PNL à utiliser ces termes-là. Donc, ça génère des fois des confusions. Parce que nous, c'est notre jargon, c'est notre vocabulaire, mais ça ne veut pas nécessairement dire la même chose dans le monde extérieur. Donc, quand j'ai fait mes formations, j'ai appris, bon, c'est Bandler, c'est Grinder, merveilleux. Et un jour, je me réveille, j'étais déjà enseignante, j'enseignais à la PNL, et je me dis, oula, Isabelle, on a oublié un des formateurs, créateurs de la PNL depuis des années. Oups, quelle déception, mais en même temps, quelle révélation. Donc, ils sont trois, sans compter l'équipe autour, qui ont apporté tant que ça, mais ils ont eu des petits soucis, comme beaucoup de gens qui démarrent ou des gens d'affaires qui démarrent. Et en plus, ils ont eu d'autres soucis qui étaient que ils sortaient tous de l'université de Santa Cruz. Donc, c'était tous des gens d'université. Tous, Bandler, Grinder, tous. Et en plus, John Grinder enseignait à l'université. Et Bandler avait des groupes à l'université et des groupes expérimentaux. Donc, ils étaient payés par l'université. C'est juste pour vous dire que la PNL est née dans le domaine universitaire. Mais ils ont quitté le domaine universitaire parce qu'ils trouvaient que c'était trop limitant par rapport à ce qu'ils voulaient développer dans l'approche. Ce qui est bien, c'est une autre vision des choses. Mais à cause de ça, la PNL a perdu un petit peu de sa noblesse dès le démarrage et beaucoup de gens ont dit à l'époque, et certains le disent encore aujourd'hui, qu'il n'y a aucune base scientifique en arrière de la PNL, ce qui est complètement faux. Mais si on enseigne à l'université, les bases scientifiques sont là de tous les jours. On l'utilise constamment parce qu'on sait ce qu'on enseigne. Donc, les créateurs de la PNL se sont basés sur des recherches, bien évidemment. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de recherches sur la PNL. Il y en a un peu plus aujourd'hui. Ce n'est pas la discipline qui est la plus développée, je dirais, au niveau des maîtrises universitaires ou des doctorats. Mais il y a plein de sites de recherche scientifique où vous retrouverez plein de recherches, et j'en ai beaucoup dans mes étudiants qui ont fait leur doctorat ou leur maîtrise sur des recherches sur la PNL. Donc, ça existe aujourd'hui.
Mais à l'époque, pas vraiment. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens ont dit, oh, la PNL, c'est peut-être pratico-pratique, mais il n'y a aucune base théorique. Non, non, non. Il y a des référents théoriques, il y a de la théorie. Mais c'est vrai que la PNL est pratique, et c'est ce que j'adore de cette discipline-là. On n'a pas besoin de tout comprendre pour voir que ça fonctionne. Et on s'est basé sur les résultats. Ce qui compte, c'est ce que ça donne, c'est les résultats. Ça, je trouve ça absolument magnifique aussi. Mais c'est pas parce qu'on prend en compte les résultats qu'on oublie qu'il y a d'autres choses importantes en arrière. Ça compte ça aussi. Donc, comme la science évolue, comme la connaissance évolue, il y a peut-être des choses qu'on vous a dit quand vous aviez 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, comme l'histoire du Père Noël, et qu'un jour vous vous dites, oh, je pense que ça existe peut-être plus. Donc, il y a eu ce genre de truc en PNL. Et ensuite, il y a eu une autre catastrophe. Je le dis vraiment comme ça parce que la PNL a été très malmenée dès ses débuts, ce qui fait que ça a généré toutes sortes de confusions par rapport à la beauté de l'approche et par rapport à l'utilité de l'approche. Mais il y a eu, je vais faire une projection d'écran pour vous le montrer. Voilà. Il y a eu dans les années 90, donc pour nos amis belges et suisses, en 1997, il y a eu une grosse catastrophe dans le domaine de la PNL qui a été une poursuite que Richard Bandler a fait à plus de 200 personnes, écoles de PNL à travers le monde, parce qu'il désirait mettre la PNL en trademark. Ça veut dire quoi, trademark? Ça veut dire marque déposée. Donc, il a regretté de ne pas avoir pris les droits d'auteur de la PNL. Et des années après que la PNL a été créée, vous vous souvenez, la PNL date de 1973. Donc là, on est en 97, ça fait quand même quelques années plus tard. Ça faisait déjà au moins 10 ans que Bandler disait qu'il allait poursuivre les écoles, que la PNL lui appartenait, que c'était ses droits à lui, mais ça n'avait pas été officialisé. Donc là, il y a eu cette dispute dans les tribunaux qui a duré des années, qui a déchiré les écoles de PNL, qui a déchiré les personnes. Vraiment, ça a été assez difficile. Et en conclusion, parce qu'il y a eu une conclusion à ça, ça a coûté très cher à tout le monde, mais Bandler n'a pas eu le droit de mettre une marque déposée, un trademark à la PNL, parce qu'elle était déjà accessible depuis trop longtemps. Par contre, ce qu'il a fait, c'est que dans son école à lui, il a développé d'autres moyens d'aller chercher un peu plus de revenus additionnels parce que son intention était bien sûr de s'approprier la PNL parce que c'était un créateur, il l'a quand même créé. Donc, c'est important pour lui et je le comprends très bien dans sa reconnaissance. Mais il y avait aussi un besoin financier qui était en lien avec ça. Donc, il a créé sa propre école, ce qui est très bien, et sa propre vision des choses. Il y a eu donc beaucoup de dissociation. On disait qu'il y avait des écoles à la Bandler, puis il y avait des écoles à la Grinder. Ce qu'on dit encore un petit peu aujourd'hui dans la philosophie, alors qu'en ce qui me concerne, ben, il y a la PNL, qui est une magnifique discipline. Au-delà de ses parents, au-delà de ses grands-parents, Fritz Perls, Virginia Satir, Milton Erickson, qui sont comme les grands-parents de la PNL parce qu'on les a modélisés aussi. Ce qui compte, c'est ce que la PNL devient. Et ce que la PNL devient, c'est ce qui est là en ce moment. Mais on vit encore c'est un petit peu comme du transgénérationnel, vous savez, des choses non résolues des familles qu'on transporte avec nous. Il y a eu aussi, puis je vais le partager aussi avec vous à l'écran, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça aussi. Ce qui est un autre souci que la PNL a eu, c'est qu'en France, la PNL a été nommée secte à plusieurs reprises. J'y à plusieurs reprises. Elle est rentrée comme secte, c'est sorti des documents, c'est revenu dans les documents, ça s'est promené, ce qui n'a pas du tout aidé l'évolution de la PNL, mais la PNL n'était pas une secte ailleurs, en passant. En fait, elle n'est pas une secte du tout, on s'entend, mais il faisait partie de ce qu'on appelait les sectes en 2012. Et même récemment, et je vous ai mis les ressources et l'information sur la diapo, même récemment, il y a plusieurs personnes qui disent que la PNL est une pseudo-science. Et vous pouvez voir des sites web là-dessus, des gens parler, même certains scientifiques en parler. Donc, ça n'a pas aidé, mais tout ça est relié à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que la PNL est sortie d'université. Je vous en ai parlé. Deuxième facteur, c'est qu'il y a eu toutes ces disputes entre les créateurs de la PNL. Troisième chose, il y a eu des poursuites internationales
compliqué et fort désagréable. Il y a eu de la jalousie, de la mesquinerie entre certaines, comme partout, dans toutes les disciplines au monde. Hein. Donc, je vous dis ça, mais pensez pas que c'est juste en PNL, hein, que c'est le cas. Et puis après, parce qu'on ne connaît pas ce que c'est, parce qu'on n'est pas sûr, ben, pseudosciences. Bon, mais il faut dire qu'on est un peu responsable en PNL de ça, et c'est pour ça que je veux rectifier des choses aujourd'hui, parce que la PNL n'est pas une pseudoscience du tout. Elle est basée sur beaucoup de choses et de beaucoup de disciplines scientifiques différentes, mais elle a été causée comme ça parce que il y a beaucoup de choses que, je reviens là-dessus, que les enseignants enseignent en PNL qui sont faux. Et les gens qui sont du domaine de la recherche, ben évidemment, s'en rendent compte et le savent. Mais si on continue, nous, à transférer l'information qui n'est pas juste, comment est-ce que le monde entier peut dire la PNL est une belle discipline? On se comprend, là. Donc, je vais partager avec vous certains de ces challenges-là. Je vais vous dire quels points précisément sont en lien aussi avec ça. L'autre chose aussi, pour moi, la PNL n'est pas une science, mais une discipline. C'est peut-être pas la même orientation ou la même définition. Mais au-delà de ça, ce qui compte, et je reviens là-dessus, et je pense que quand les créateurs de la PNL l'ont créé, l'objectif, c'était d'emmener, de générer du changement, mais de transmettre des connaissances et des compétences. Alors, je reviens là-dessus, sur la base fondamentale de cette modélisation d'origine, pour qu'on devienne, et là, je vais citer Abraham Maslow, le meilleur de soi-même. Donc, wow. Moi, c'est ce qui m'a appelé à la PNL dès le démarrage. Avoir ces outils fabuleux pour me transformer, pour changer, pour aider les autres autour. Wouhou! Alors, quelles sont ces différentes techniques et les challenges qu'on a eus et qu'on a peut-être encore dans le domaine de la PNL? Les techniques et leurs challenges. Bon, j'aimerais commencer par le métamodèle. Le métamodèle, c'est un modèle de langage et de comment poser les questions qui ont fait partie du premier processus de modélisation de Bandler et Grinder. Je reviens sur eux deux en premier parce que, comme vous savez, au début, on ne parlait pas nécessairement de Puslik. Qui était le linguiste? C'était Grinder. Donc, qui connaissait les catégories linguistiques? C'était pas Bandler, il est informaticien, psychologue. Donc, ce qui s'est passé, c'est dans la modélisation de Fritz Perls et de Virginia Satir, quand Grinder a accepté de venir étudier leur langage, il a repris des termes linguistiques qui sont pas nécessairement faciles à traduire et qui, si on n'est pas linguiste, ne nous parlent pas du tout. Donc, conclusion, dans la thèse de doctorat de Bandler, il a écrit tout ce qu'ils ont découvert dans la création du métamodèle, qui n'est pas du tout dans l'ordre de ce que vous retrouverez dans les manuels de PNL à travers le monde et qui n'est pas non plus les mêmes catégories nécessairement que vous retrouverez dans les manuels de PNL aujourd'hui. Donc, quand moi, j'ai voulu enseigner le métamodèle, j'ai dit, oula, il y avait 2 éléments dans une catégorie, 15 dans une autre catégorie, comme par exemple en distorsion, il y avait peut-être 10 éléments. Et il y avait aussi cette confusion entre ce qu'on appelle la sélection ou l'omission. Donc, vous savez, donc dans le métamodèle, pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est un modèle du langage qui est basé sur 3 processus naturels où on filtre l'information qu'on reçoit. Donc, quand je reçois de l'information, je vais soit distorsionner, donc tordre l'information, comme par exemple, si je vois un chien, je peux dire, oh, le joli chat. Bon, là, vous allez dire, j'ai un gros problème. Mais c'est une exagération, hein, évidemment. Parce que si je dis, oh là, tu vas pas bien aujourd'hui, parce que j'observe que, mais qu'en fait, la personne va bien du tout, c'est aussi la distorsion. Et donc, la distorsion, c'est pas que des gros problèmes de santé, mais c'est de m'imaginer des choses qui vont pas nécessairement ensemble. Après, il y a ce qu'on appelle la généralisation. Donc, je reçois une information, comme par exemple, je rencontre quelqu'un qui est désagréable, et là, je peux dire, oh, tous les patrons sont désagréables. Et on a plein de croyances limitantes sur la planète Terre avec les généralisations, mais en même temps, quand on est enfant puis qu'on tourne une poignée de porte, on réussit à toutes les tourner grâce à la généralisation qui nous permet de bien apprendre. Donc, il y a du pour et du contre des deux côtés. Et après, dans le métamodèle, il y a plusieurs livres qui appellent ça de l'omission et d'autres, comme dans mon cas, qu'on appelle ça de la sélection. En fait, ça dépend de la vision que la personne qui l'enseigne a. J'explique ce que je veux dire. C'est en lien avec ce qu'on appelle des métaprogrammes. Donc, pour les gens qui connaissent la PNL, c'est du contenu de maître praticien. Ce sont des filtres de motivation. Il y a des gens qui sont motivés
par des solutions. Je veux des réponses, je veux des solutions. Et d'autres sont motivés pour ne plus vivre le problème. Donc, il y en a qui vont omettre et il y en a qui vont sélectionner. Ce sont des filtres. Donc, c'est pour ça que je vous disais, les mots qu'on utilise, on est en PNL, on parle vraiment de langage, mais même les mots pour décrire les différents outils et techniques sont très colorés par les filtres des personnes qui l'enseignent ou qui ont fait les traductions. Mais c'est pas grave. Sachez que vous dites omission ou sélection, on parle de la même chose. C'est ça qui compte. On est exactement dans la même chose. Donc, le souci avec le premier modèle, qui est le métamodèle, c'est que personne ne comprenait trop la linguistique, donc il y a des gens qui ont écrit n'importe quoi. Il n'y avait pas de catégories claires, nettes et précises, donc c'est divisé, on ne sait pas trop comment. Il y avait des mauvaises compréhensions, comme l'histoire que je vous ai déjà racontée, la violation, violer le métamodèle. Moi, ça m'irrissait le poil juste en le mot violer, alors que ce n'était pas ça du tout qu'on voulait dire. Il y a eu beaucoup d'incompréhension, ce qui fait que ça a été distorsionné et que le métamodèle, même quand il est enseigné aujourd'hui, a des soucis de cohérence par rapport à beaucoup de choses. Personnellement, c'est un choix que j'ai fait et c'est un choix andragogique. Chez nous au Québec, on dit pédagogie pour les enfants et andragogie pour les adultes. Donc, c'est un choix andragogique, c'est un choix d'enseignement d'adultes. J'ai voulu simplifier les choses et me dire que 4 catégories par processus, c'est déjà pas mal à apprendre. Donc, sachez que c'est un choix, mais je l'assume pleinement, puis je le dis pleinement, parce que c'est pas fait comme ça dans d'autres écoles et c'est tout à fait correct. Mais on commence par mieux comprendre, encore du soleil dans le visage, on commence à mieux comprendre que tous ces questionnements ou la façon de poser les questions qui sont magnifiques et qu'on utilise beaucoup en coaching. Et certains d'entre vous, vous faites de l'accompagnement, vous faites du coaching, vous faites de la thérapie aussi. Donc, c'est des questions fabuleuses qu'on utilise, avaient pour intention pas uniquement de poser des questions pour approfondir, mais carrément pour recadrer ou pour changer. Et ce sont des techniques de changement, autant que d'autres techniques de changement, juste par des questionnements. Mais comme il a été dès le départ mal enseigné, mal préparé, ça a généré des grosses confusions, ce qui fait que certaines personnes disent, ouais, le métamodèle en PNL, vous comprenez le principe. L'autre souci, et il y en a eu beaucoup avec beaucoup de techniques différentes, l'autre souci, je vais faire un partage d'écran, ça a été le fameux recadrage en 6 étapes. Alors, le recadrage en 6 étapes en PNL, c'est un contenu de niveau praticien et où on va parler à une partie responsable d'un comportement. Donc, disons que la personne fume puis veut arrêter le tabac, c'est un exemple, ou se ronge les ongles, prenons la cigarette. Et elle n'y arrive pas. Donc, la technique, ce qu'elle dit, c'est qu'on va parler à la partie responsable du comportement, donc responsable du fait que la personne fume. Et ensuite, on va parler à la partie créative, pleine de solutions. Et on va lui demander de nommer des solutions différentes pour que la personne arrête de fumer. En gros, c'est ça. Le souci avec cette technique-là, c'est qu'en fait, elle ne vient pas de la PNL, elle vient de l'hypnose. C'était un outil qui a été développé par plusieurs personnes en hypnose avant que Bandler et Grinder l'utilisent en PNL et qui était utilisé par le docteur Erickson. Et en PNL, au tout début, on oubliait d'emmener la personne en transe pour le faire. Parce qu'en PNL, on ne parlait pas de transe, parce que c'était en hypnose qu'on faisait ça. Donc, il y a eu un article dans la revue Psychologie, vous savez, la revue française Psychologie, il y a très longtemps de ça, avec Grinder, qui reprochait, qui regrettait qu'on avait enlevé ces connaissances d'hypnose dans la PNL, et particulièrement pour une technique comme celle-là. Donc là, il se passe quoi? Il se passe qu'on a un magnifique protocole, mais qui donne des résultats une fois de temps en temps seulement. Et pour quelle raison est-ce qu'il ne fonctionne pas? Parce que la personne n'est pas en état de transe ou à l'intérieur d'elle pour aller chercher les solutions. Parce que la partie créative, en fait, ce n'est pas une vraie partie créative, c'est l'inconscient. Mais on l'a nommée partie créative. Parce qu'en réalité, si on va avec la théorie des 3 cerveaux, la tête, le cœur et le ventre, c'est la tête qui est la partie créative, figurez-vous. Donc, problème de logique par rapport aux recherches scientifiques. C'est ça que je vous disais, qui fait qu'à un moment donné, la PNL,
ça ne donne pas les résultats, on ne travaille pas sur les bonnes choses, on ne dit pas la provenance des techniques, on dit que c'est de la PNL, mais ça a été emprunté ailleurs, vous comprenez un peu. Pour moi, ce qui compte, parce que j'adore la PNL, puis j'enseigne depuis longtemps, et c'est ça que je partage avec mon cœur, c'est que on peut rectifier les choses. On a le droit d'avoir eu des erreurs. Il n'y a pas de problème à s'être trompé. On n'avait pas l'information. J'avais pas l'information à l'époque. C'est pas que je mentais quand j'enseignais. Je le savais pas. Mais une fois qu'on le sait, là, c'est peut-être bon de ramener les bonnes choses aussi. C'est un magnifique exercice. Alors, recadrage en 6 étapes qui s'appelle aussi en 6 pas et ça m'a toujours fait énormément rire, selon les livres, les manuels et les écoles, à 4 étapes, à 5 étapes, à 8 étapes ou à 10 étapes. Ça dépend si on rajoute avant la synchronisation, si on fait le pont vers le futur après ou pas. Oh mon Dieu! Donc, en plus, les techniques sont mal nommées. En plus, en plus. Moi, je me souviens, il y a une année, j'ai été en excursion en Patagonie. Donc, en bateau, on faisait le tour des glaciers. Et on avait la chance d'être avec des scientifiques qui nous faisaient visiter et ils nous parlaient des différentes espèces locales, endémiques. Et à un moment donné, je vois un genre d'insecte. Et puis, je dis, ah, c'est quoi exactement? Donc, le scientifique me dit son nom scientifique, que je ne comprends pas du tout, bien sûr. Et il me dit, OK, je vais te le dire en français. Ça s'appelle un machin chouette 5 pattes. Puis là, je voyais, j'en avais 6 pattes. Ça ne marche pas. Et il m'a dit, la première personne qui a découvert ce spécimen, c'était un spécimen de 5 pattes. Donc, il devait être handicapé. Mais ça a été nommé comme ça. Donc, en PNL, on a plusieurs techniques qui sont mal nommées. Les niveaux logiques, c'en est un autre, mais on continue à utiliser ces termes-là parce que c'est les termes d'origine. Moi, j'ai pas de problème à utiliser les termes d'origine, mais en disant aux gens que le recadrage en 6 étapes peut avoir plus d'étapes ou moins d'étapes, selon ce qu'on considère être une étape, encore une fois. Mais c'est une magnifique approche. L'autre erreur, vraiment, et celle-là, elle perdure et perdure et perdure. Ça fait plus de 30 ans que j'enseigne à des enseignants en PNL. Je vous dis, là, sur la planète, là. Et j'entends encore cette erreur-là. Donc, si on peut la changer, oh, mon Dieu, je serais la femme la plus heureuse au monde en PNL. Donc, je partage avec vous la prochaine erreur, qui est celle-ci. C'est les travaux d'Albert Mehrabian. En PNL, moi, je l'avais appris comme ça, que les mots, donc l'audible, ce qu'on dit, c'est 7% d'une communication. Ce qu'on entend, mais qui n'est pas des mots, c'est 38%. Et tout le mouvement corporel non verbal, c'est 55%. Ben, figurez-vous, parce que ça, c'était une étude faite en 1970, donc ça fait longtemps. Figurez-vous que dès 1970-71, Albert Mehrabian, donc l'auteur de l'étude, a écrit comme quoi l'étude avait été mal interprétée et que ce n'étaient pas les résultats qu'il avait eus. Et même en 1974, donc on monte à il y a longtemps, là, les statistiques et les chiffres ont dit que ce n'était pas ça du tout. Il y a eu plein d'écrits là-dessus, écrits scientifiques, comme quoi ce n'est pas du tout l'interprétation qu'on doit donner à l'étude. Donc, faisons-nous plaisir. Les mots, ce n'est pas 7% d'une communication. Ça va? C'est le pourcentage qu'on a besoin pour communiquer. Des fois, les mots vont être beaucoup plus importants que le reste, et des fois, c'est le non-verbal qui va avoir plus d'importance dans une communication. Mais ce n'est pas 7%, ce n'est pas 33 ou 38%, puis ce n'est pas 55% du tout. Donc, le souci, et c'est un petit peu avec les mots du métamodèle qui était très linguiste, c'est que les gens qui ne sont pas chercheurs, qui ne sont pas scientifiques, interprètent mal les données ou les recherches scientifiques. Et après, c'est transmis et nous, on va l'enseigner parce qu'on pense que c'est ça, mais en fait, c'est pas ça du tout. C'est une des raisons pour laquelle la PNL a eu mauvaise presse du côté scientifique, parce que ça donne l'impression qu'on fait un petit peu du n'importe quoi. Mais c'est pas du n'importe quoi. Je reviens là-dessus. C'est un manque d'information. Ce sont des erreurs de manque de connaissances et d'informations. Mais c'en est une. L'autre que je veux partager avec vous, puis je sais que le temps file, mais j'en profite parce que c'est quand même des choses importantes. L'autre que je veux partager avec vous, c'est le mouvement oculaire. Les yeux, les yeux qui bougent. Quand j'ai appris le mouvement des yeux, donc là, je remonte à il y a très, très, très longtemps parce que c'était tout début de praticien en PNL, on avait des questions qu'il fallait poser.
Donc, vous avez peut-être appris ça comme ça aussi, du genre, quelle était la couleur de ta chambre quand tu avais 5 ans? Parce que cette question-là, elle est orientée, dans le sens que c'est dans le passé, 5 ans, et c'est une couleur, c'est un visuel. Donc, logiquement parlant, si on me pose une question, quelle était la couleur de ma chambre à 5 ans, je devrais retourner dans une mémoire ancienne et je devrais voir quelque chose. Il y a beaucoup de soucis avec ça. Premièrement, ça a été démontré que ce modèle-là est faux. Scientifiquement parlant, aujourd'hui, il n'y a personne qui est capable de reproduire le modèle d'origine qui a été fait dans la PNL par un chercheur scientifique à l'époque, mais qui n'était pas arrivé avec ces fameuses données qu'on nous enseigne. Alors, je vous explique. Quand on apprend, qu'on vit quelque chose, on va encoder nos expériences selon les modes sensoriels privilégiés. Vous savez ça. Si vous faites de la PNL, vous le savez déjà. Donc, on peut faire un voyage. Certains d'entre vous, vous allez entendre des choses en souvenir. D'autres, vous allez avoir un visuel. D'autres, ça va être un ressenti. D'autres, ça va être le goût. Ah, il y a eu des bons plats. Les restos étaient sympas. Ou le petit apéro, selon le cas. Donc, si je demande à quelqu'un quelle était la couleur de ta chambre quand tu avais 5 ans, si la personne n'avait pas encodé à l'intérieur d'elle une représentation visuelle de sa chambre, parce que ce n'était pas sa prédominance, elle n'ira pas chercher l'information visuelle tout de suite. Elle peut le faire ensuite en association. Dire, ah oui, ma chambre, j'étais comme ça quand j'étais là. Ah, j'écoutais ma musique, c'était super sympa. Et quelle était la couleur? Donc, le souci, c'est que quand on pose des questions pour voir l'encodage, ça ne nous emmène pas toujours au bon endroit, au niveau oculaire. Et ça, j'ai remarqué ça dès que j'avais fait mes formations de praticien moi-même. Et c'est là que je m'étais dit, oh là, au niveau du mouvement oculaire, il va falloir revisiter, il va falloir revoir. Et c'est par la suite que j'ai développé l'approche de l'EMA, ou AMO, actualisation par les mouvements oculaires, pour comment travailler avec les yeux pour générer des changements, mais pas avec un modèle comme la PNL, tout simplement parce que c'est pas vrai que quand la personne regarde d'un côté, elle se parle à l'intérieur d'elle. C'est pas vrai que quand on regarde de l'autre côté, il y a un ressenti. Et c'est pas vrai qu'il y a des sons au centre. Il n'y a aucune preuve scientifique, à part le fait que quand on regarde en haut, on active les modes visuels. Ça, tous les scientifiques sont d'accord là-dessus, mais pas pour le reste. Donc, c'est un autre souci. On enseigne les modèles qui fonctionnent, mais qui fonctionnent parce que on nous dit les yeux vont aller là quand tu vas poser telle question. Mais il se passe quoi quand ça y va pas? Ah, on se dit, en tout cas, ça a été mon propos. Petit problème, n'est-ce pas? Il y a aussi des gens qui sont inversés. Figurez-vous. Donc, il y a des gens qui, quand ils se souviennent d'un souvenir, c'est pas comme on est habitué dans le modèle par là-bas, ça serait de l'autre côté. Donc, ça nous mélange encore plus. Donc, tout ça pour dire que j'enseigne plus le modèle d'origine de la PNL, un niveau oculaire depuis très, très longtemps, parce que, tout simplement parce qu'il n'est pas juste, il n'est pas à jour, il nous mélange plutôt qu'autre chose, mais de retenir qu'est-ce qui compte là-dedans. Ce qui compte là-dedans, c'est comment les gens se sont encodés leur expérience de vie pour les réactiver. C'est ça qu'on a besoin de savoir. Si quelqu'un a vécu une chose fantastique dans sa vie, une ressource, si je lui demande, repense au moment où tu as vécu telle chose fantastique comme un ancrage, les yeux vont aussi bouger parce que les yeux activent des zones au niveau du cerveau qui sont en lien avec des réseaux neuronaux et qui nous donnent des rappels de mémoire. Donc, si j'observe où va un enfant, par exemple, quand il a un problème à un examen, puis je lui dis, ah, la dernière fois, tu as bien réussi, repense à tout ça. Donc, ben, je sais que là-bas, il y a une ressource pour lui. Et là, ça va être très utile de pouvoir utiliser du mouvement oculaire, et vous comprenez. Souvent, les gens me disent, ouais, mais ça sert à quoi de savoir qu'en haut, bon, ça sert que si vous êtes quelque part, puis il y a des émotions très intenses, vous regardez en haut, puis vous vous coupez des émotions. Donc, ça peut être utile. Mais au-delà de ça, la majorité des gens n'utilisaient pas le modèle. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de vraie utilité et qu'en plus, ça ne donnait pas nécessairement les résultats. Donc, un petit souci. Pas le fait que Bandler et Griner ont intuitionné que les yeux bougeaient et que ça voulait dire quelque chose. Et ils ont raison. C'était totalement juste. C'est juste que la science aujourd'hui a cheminé et ça nous dit autre chose. Donc, leur questionnement était bon, leur questionnement était sain. C'est les déductions qui ont changé avec le temps, puisqu'on a de l'information qu'on n'avait pas à l'époque du tout. Donc, vous comprenez bien. Et puis, si j'arrive, en continuant, à arriver au prochain, je vais partager l'écran. Au niveau logique. Alors,
le modèle des niveaux logiques n'a pas été développé par Bandler ni Grinder ni Puslik, ça a été développé par Robert Dilts. Et là, il y a eu beaucoup de soucis dans le milieu de la PNL vis-à-vis de ça, tout simplement parce que là, vous voyez le modèle, c'est le modèle d'origine, hein, c'est un modèle hiérarchique. Donc, il était en forme pyramidale. Et en fait, ce que Dills avait développé à l'époque, c'est qu'il disait, OK, on va poser des questions sur l'environnement, le contexte, on va poser des questions sur les comportements que les gens ont, sur les stratégies, les capacités, sur leurs croyances, les valeurs, sur leur identité, et ensuite on va aller au niveau de la spiritualité. Et dans la définition du mot niveau et du mot logique, je ne ferai pas un cours de mathématiques avec vous aujourd'hui, mais sachez que dans les définitions, si je reviens au niveau logique d'apprentissage, apprendre à apprendre à apprendre, niveau 1, niveau 2, niveau 3 d'apprentissage, les niveaux logiques de 10 sont ni logiques, ni des vrais niveaux. Donc, mal nommé. Mais au-delà de ça, un modèle fantastique, mais en le transformant un peu. Je vous explique. Une des fausses croyances que j'entends tellement, que je vois presque dans tous les livres de PNL, c'est que pour changer quelque chose à un niveau logique, il faut aller à un niveau logique supérieur. C'est totalement faux et laissez-moi vous donner un exemple pour que vous compreniez bien. Je me souviens d'un client qui m'a dit qu'il avait un souci avec un de ses voisins. Et puis ben là, c'était presque rendu à la cour, là, tellement qu'ils n'en pouvaient plus les uns les autres. Problème environnemental, c'est le voisin. Il y a toutes sortes de solutions qui est d'aller en cours, de rester chez soi. Chacun a le droit de faire bien des choses, mais il aurait pu aussi simplement déménager. À un moment donné, je me suis dit, quand quelqu'un va au gym, faire de l'exercice, il se sent bien. Et c'est à quel niveau logique ça? Parce qu'on va faire de l'exercice, donc c'est un comportement bien sûr, mais on va activer à l'intérieur de nous une biochimie naturelle, avec la sérotonine par exemple, qui va faire qu'on va être bien. Donc, je n'ai pas besoin d'aller au niveau spirituel. Des fois, dans l'environnement, juste aller marcher, faire de l'exercice, va changer entièrement mon identité, mes comportements, mes capacités. Donc, la solution à ça, je vais vous le proposer, je vais vous le montrer à l'écran, c'est au lieu de voir les niveaux logiques comme un modèle hiérarchique, c'est de le voir comme un modèle systémique. Tout influence tout et rien n'est plus important que l'autre. On a cru, et la raison pour laquelle cette croyance-là est venue, c'est que dans certains modèles de cybernétique, le système supérieur avait un impact sur les... Mais c'était dans une informatique. Ce n'était pas contextualisé à l'être humain. Donc, vous comprenez ce qui s'est passé. Mauvaise interprétation de théorie scientifique. Je reviens encore là-dessus. Mais dans les faits, quand on est plus joli, quand on sent mieux, ça a un impact sur nous, notre vie, sur notre bonheur, en fait. Hein? Et pourtant, des fois, c'est juste mettre un petit peu de rouge à lèvres pour nous, les femmes. Donc, l'environnement peut avoir un impact dans le domaine spirituel et vice-versa. Donc, c'est pour ça que ce système a été très controversé dans le domaine des enseignants en PNL. Premièrement, encore une fois, parce que dans la réalité, il n'y a pas de niveau. Et l'autre chose aussi, c'est où est-ce qu'on place les émotions? Les gens se sont posés la question, bon, t'es bien beau ton modèle, là. Il y a des valeurs, il y a des croyances, mais l'être humain, il y a plus que ça. Ah, oh, mon Dieu Seigneur, on pourra en parler pendant des heures. Mais tout ça pour dire je me suis rendu compte très rapidement de tous les tracas et tous les soucis qu'on pouvait avoir en PNL parce qu'il y a eu la diffusion de choses qu'il faut récupérer. On va récupérer. Bon, j'ai la chance, comme je vous l'ai déjà dit, d'enseigner la PNL à des enseignants. Donc, on fait toutes nos recherches pour savoir d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, et puis d'enseigner qu'il y a des différences. Mais la population en général et beaucoup de livres en PNL sont pleins d'erreurs. Donc, voilà, il faut se retrouver un peu à travers tout ça. Après, il y a eu, alors là, je vais vous donner ça. Ça va être l'autre compréhension des problématiques qu'on a eues. Après, le souci qu'il y a eu, c'est que quand les créateurs de la PNL ont développé la PNL, ils ont fait une modélisation thérapeutique. Donc, ils ont modélisé Fritz Perls, Milton Erickson, Virginia Satir, tous des intervenants thérapeutiques, donc psychologues, psychothérapeutes, médecins, psychiatres, dans le cas du docteur Erickson.
personne. Donc, pourquoi je dis que c'est un problème? Ben, c'est un problème, pas à l'époque, parce qu'on avait le droit de le faire, mais c'est un problème parce que au Québec, mais aussi dans d'autres pays, en Suisse, etc., il y a eu des lois qui ont été créées tout simplement parce qu'il y avait des gens qui faisaient vraiment n'importe quoi. Ils se disaient thérapeutes et puis ils n'avaient fait aucune formation. Ou ils faisaient du travail énergétique, ce que j'ai rien contre, j'en fais moi aussi, mais ils allaient au-delà de leurs compétences en offrant à des gens des choses qu'ils n'avaient pas la connaissance pour le faire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé qu'il y a eu des lois. Au Québec, il y a eu une loi pour protéger le mot psychothérapie, le titre, mais aussi le contenu de qu'est-ce que c'est qu'une psychothérapie. Et beaucoup de techniques PNL étaient psychothérapeutiques. Donc, les gens qui étaient praticiens PNL ou maîtres praticiens PNL, qui utilisaient la PNL en accompagnement, ont eu des très gros soucis juridiques parce qu'ils utilisaient des techniques psychothérapeutiques sans nécessairement être psychologue, psychiatre, médecin ou psychothérapeute. Donc, le souci a été l'évolution de la discipline. Aujourd'hui, j'aime bien dire aux gens, faites attention quand vous utilisez les techniques de PNL, ça va dépendre quel est votre métier et les connaissances que vous avez à côté. Est-ce que vous êtes, vous, thérapeute, psychothérapeute? Si oui, allez-y. Sinon, je propose de transformer un peu les techniques. Parce que toute technique de PNL psychothérapeutique peut être adaptée au coaching. Il faut juste réfléchir un peu différemment. Mais elles sont toutes adaptables, toutes. Donc, c'est pas du genre, j'apprends quelque chose, puis c'est dommage. Moi, je trouve ça dommage, effectivement, d'enseigner, par exemple, la thérapie de la ligne du temps en retournant à la cause première, comme moi je l'ai appris, en sachant qu'on a un risque, en retournant dans le passé, de faire vivre à la personne quelque chose qu'on ne pourra pas gérer. Et j'ai vu ça beaucoup dans des groupes. Les gens vivaient toutes sortes de choses, mais c'était permis à l'époque. Il n'y avait pas de loi qui nous disait de ne pas l'utiliser. Donc, un autre souci de la PNL, c'est s'adapter aux lois et transformer les contenus pour qu'ils soient en lien avec ce que la personne peut faire. En d'autres mots, et ça, j'insiste là-dessus depuis des années, quelqu'un qui est praticien en PNL n'est pas thérapeute, n'est pas coach, mais est praticien en PNL. Donc, chaque personne et chaque métier doit être respecté et utiliser les connaissances que vous avez là où vous êtes capable avec ce que vous avez comme titre officiel. Ça n'aide pas du tout le domaine de la PNL que quelqu'un qui a aucune compétence en thérapie fasse une formation de base et dise qu'il est thérapeute en PNL. Vous comprenez l'idée? Il y a longtemps de ça, hein, parce qu'aujourd'hui, les lois ont changé, mais j'ai enseigné au Québec et j'ai monté la première formation de psychothérapeute PNL. Donc, je peux vous en parler, je sais exactement ce que c'est. Et c'était accrédité par l'Ordre des psychothérapeutes, donc pas de souci, la formation a été reconnue. Mais quand la loi a changé, après, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est de là qu'est venue l'idée de faire des formations aussi de coaching. Maintenant, il y a eu un souci dans beaucoup d'écoles de PNL, c'est que comme on n'avait plus le droit d'enseigner ce qui était devenu psychothérapeutique, les gens se sont dit, bon, ben, je vais appeler ça coaching, mais ça va être de la thérapie déguisée. En fait, le coaching n'est pas du tout la même approche que la thérapie. Dans la philosophie, dans le fondement, c'est pas du tout la même chose. Donc, j'aimerais vous dire qu'une formation de coach, normalement, c'est du coaching. Orientation solution, c'est comme ça que moi, j'enseigne aussi depuis longtemps. Mais au début, je retourne dans le temps, il y a eu ce genre de soucis pour continuer à enseigner, pour pas perdre la clientèle, pour que les gens continuent à pratiquer. Et même les gens qui utilisaient la PNL en accompagnement voulaient être capables de pouvoir continuer à l'utiliser. Donc, il y a eu cette transition dans laquelle on est encore aujourd'hui. Ouais. Donc, quand vous apprenez les techniques, est-ce qu'il y a un retour dans le passé? Passé, du genre l'enfance ou quoi que ce soit? Et si oui, évitez d'y aller. Vous prenez un risque. Maintenant, on peut retourner dans l'enfance chercher des ressources. Pas de souci. Vous comprenez la différence? Donc, ça demande une réflexion. Moi, j'ai eu cette réflexion-là et j'ai revisité toutes les techniques de PNL qu'on enseigne pour qu'elles ont toutes cette orientation thérapeutique ou coaching. Les deux, parce qu'il y a des gens qui apprennent la PNL parce qu'ils sont psychologues ou psychothérapeutes et c'est merveilleux, mais ce n'est pas tout le monde qui le fait. Donc ça n'a pas aidé non plus au domaine de la PNL à dire quelqu'un qui fait juste une base ouvre son bureau de consultation. Maintenant, je comprends
les gens qui, après un praticien PNL, ont envie d'ouvrir un bureau de consultation parce que c'est le fun, parce qu'on a appris des choses, parce qu'on veut les utiliser, parce que... Mais c'est pas parce qu'on a une connaissance qu'on a nécessairement la compétence ou qu'on a nécessairement la loi de notre côté. Réflexion. Ce sont des réflexions. C'est pas parce que j'apprends comment utiliser la médecine que je suis médecin. T'sais? Donc, je peux être maman au foyer et m'occuper de la médecine de mes enfants, mais ça ne veut pas dire que je vais soigner les autres. Donc, ça, c'est un gros sujet. Moi, en tant que directrice d'école, présidente d'une école de formation, j'ai des préoccupations que la majorité des gens qui font de la PNL n'ont pas, là. Donc, je partage avec vous les préoccupations internationales de la PNL et non pas juste quand on fait un cours. Mais moi, ma préoccupation, c'est la crédibilité de la PNL. C'est développer son expertise, c'est que nos contenus soient des bons contenus, qui sont valides, que les gens se retrouvent là-dedans, qu'ils ne disent pas n'importe quoi ou qu'ils ne font pas des choses qui n'ont pas de sens et que personne ne se met à risque, ni pour soi, ni pour des clients, ni se retrouver en prison ou payer des amendes. Donc, c'est pour ça que je vous parle de tout ça, parce que pour moi, c'est très, très, très important dans notre crédibilité de PNL. Et c'est pour cette raison que des fois, il y a des écrits qui disent la PNL, c'est ceci, la PNL, c'est cela. Donc, plein d'autres techniques. Je ne les ferai pas une par une parce que le temps file, mais sachez qu'il faut vraiment prendre le temps de tout revisiter. Et que dire de toutes les thérapies, surtout au niveau du MedPrat, le traitement de phobie. En plus, moi, j'ai appelé treatment. On appelait ça treatment, traitement à l'époque, que moi, j'ai transformé par le modèle, où c'était ce qu'on appelait le modèle VAK, la dissociation VAK, visuel, auditif, kinesthésique, mais ça s'appelait le traitement de phobie ou le traitement d'allergie, allergy treatment. Mon Dieu Seigneur, à l'époque, ils avaient le droit de faire bien des choses. Hein? Aujourd'hui, on aurait l'ordre des médecins après nous, ce ne serait pas long. Là. Puis l'ordre des psychologues au Québec qui nous appellent tout de suite ou qui nous envoient une lettre. Et sachez que ça se fait. Ça se fait. Chez nous, c'est très strict là-dessus au Québec, beaucoup plus que dans d'autres pays. Donc, oui, c'est vrai qu'en faisant une double dissociation, par exemple, on peut prendre de la distance, mais utilisez-le autrement que pour des phobies. À moins que vous êtes psychologue. Ça, c'est autre chose. Donc, toutes les techniques sont valables, sont bonnes, surtout la dissociation VAK. Il y a des livres là-dessus, il y a eu beaucoup de recherches scientifiques là-dessus. Il y a beaucoup de personnes, les psychologues, qui l'utilisent avec succès pour des grands traumatismes. Donc, c'est une technique fabuleuse, mais il faut être formé dans le domaine de la psychologie pour l'utiliser selon la technique d'origine. Mais encore une fois, ça se transforme. Vous êtes devant une situation où vous êtes trop impliqué, double dissociation. Tous les concepts et les principes des techniques sont magnifiques et peuvent tous être bien utilisés pour nous aider dans notre vie. Comme la ligne du temps, que j'adore, la thérapie de la ligne du temps. Mais on disait thérapie à l'époque, timeline therapy. Donc, on le dit bien, hein, thérapie. Hein? Donc, on va transformer ça en disant, OK, j'ai peut-être plus besoin d'aller à la cause première d'un événement, parce qu'en plus, la cause première d'un événement avec la technique de la ligne du temps, et c'est ce que j'aimais vraiment quand je l'ai appris, c'est que ça peut être dans le ventre de notre maman ou ça peut être avant, dans une vie passée ou dans une descendance généalogique. Donc, Tad James et Wyatt Woodsmore, qui ont développé cette technique, sont vraiment partis de principes fondamentaux de tribus autochtones, si vous préférez, amérindiennes, qui ont une philosophie un peu différente aussi avec la philosophie du Huna à Hawaï, d'où le Tad James vivait. En tout cas, je ne sais pas s'il est encore là, mais il vivait là-bas à l'époque. Et le concept était qu'il y a une cause d'origine de quelque chose. Et si on ne règle pas la cause d'origine de quelque chose, ben, ça peut perdurer. C'est comme le concept en arrière. En fait, que la ligne du temps, vous et moi, on peut l'utiliser tous les jours. Avec ce concept-ci, on a vécu des choses pour apprendre. Et si on ne sait pas qu'est-ce qu'on avait à apprendre, on peut reproduire des comportements ou des situations non aidantes dans notre vie juste parce qu'on n'a pas compris, on n'a pas mis en place des ressources pour être capable de le changer. Ça n'a pas besoin d'être thérapeutique, c'est du développement personnel. C'est complètement autre chose. Donc, j'adore utiliser cette méthode pour retourner dans l'apprentissage, la connaissance et l'apprentissage en arrière. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je suis encore motivée, j'adore la PNL. Il y a tellement de choses fabuleuses à prendre. Et après, ben, il y a toutes sortes de contextes d'utilisation.
Comme par exemple, il y a des années de ça, j'ai eu une directrice d'un service de garde qui m'a contactée pour dire, j'aimerais, Isabelle, donner des formations de PNL, mais pour les services de garde. Au Québec, on appelle ça des CPE, des centres de petite enfance, mais c'est des services de garde, privés ou publics. Et pendant 10 ans, encore désolé, pendant 10 ans, j'allais tous les ans donner des formations à tout le personnel là-bas. Donc, j'ai monté des formations spécialisées pour les tout petits, pour les moyens, pour les plus grands. D'ailleurs, un de mes livres que j'ai écrit en PNL, j'en ai écrit quelques-uns, et pour le domaine de l'éducation, pour les parents, pour les enfants. Monter des programmes pour les commissions scolaires dans le domaine de l'éducation. J'ai monté des programmes spécialisés en PNL jeunesse, des séries spécialisées sur comment est-ce qu'on utilise les outils de la PNL avec les enfants. C'est pas exactement pareil qu'avec des adultes, mais les concepts sont les mêmes. Les concepts sont les mêmes. C'est la beauté de la PNL. C'est pour ça que je vous disais que la PNL a le vent dans les voiles. Parce que ce qu'on apprend en PNL est transférable à tellement de métiers, tellement de professions. Quand j'ai commencé à enseigner la PNL, j'ai reçu une lettre chez moi. Et quand j'ai ouvert, le nom de la compagnie, mais quand j'ai ouvert la lettre, c'était quelqu'un qui me disait qu'il voulait apprendre la PNL, mais il ne pouvait pas sortir d'où il était. Bon, vous allez dire, ça ressemble un peu à l'histoire de la pandémie qu'on a vécue, mais c'était il y a très longtemps, c'était autre chose. Et je ne comprenais pas trop ce qu'il voulait dire, à part le fait qu'il était peut-être handicapé, mais en fait, il m'a écrit qu'il était en prison. Donc, il était prisonnier, il ne pouvait pas sortir, mais il voulait apprendre la PNL. Et ça m'a touchée. Je dis, waouh, il y a quelqu'un quelque part qui veut apprendre la PNL, se donner des outils pour être mieux, pour régler des choses dans sa vie, pour avancer, pour retrouver un contact avec la société. Donc, j'ai appelé le directeur de la prison, je suis allée le rencontrer et on a trouvé ensemble un moyen pour que je puisse donner un cours de PNL aux prisonniers. Donc, ça a été une première canadienne, il y a très longtemps de ça, la PNL dans le milieu carcéral. Ça existe encore aujourd'hui dans différents pays. Donc, la PNL est vraiment beaucoup plus adaptée à beaucoup de choses qu'on peut imaginer. À un moment donné, je me disais qu'il faut faire des choses pour la santé. Il y a très longtemps déjà de ça. J'avais eu moi-même des problèmes de santé quand j'étais jeune et j'avais réglé ces problèmes-là. Et je me disais, waouh, la PNL est une approche extraordinaire pour solutionner ou s'aider pour être mieux. Donc, j'ai développé un programme de postmaître en PNL, une certification de PNL mieux-être ou santé, si vous préférez. Après, l'entreprise. Il y a beaucoup de gens en entreprise qui voulaient faire de la PNL, mais apprendre des modèles thérapeutiques, aucun intérêt. Donc, j'ai monté des programmes de PNL entreprise. Donc, je vous en passe. C'est juste pour que vous compreniez. Et puis, sans compter les gens que j'ai formés qui ont des projets fabuleux, et c'est peut-être votre cas aussi, d'utiliser la PNL pour tel genre de problématique ou aider tel genre de personnes, pour être mieux en relation au niveau amoureux. Des fois, c'est aussi pour les couples. J'ai donné des formations aussi là-dessus sur l'amour, sur les couples. Il y a tellement de choses à faire que vous avez votre place, ne serait-ce que pour vous-même, parce qu'on le fait aussi pour soi, mais aussi pour les autres. Ouais. Donc, je sais que j'ai beaucoup parlé, mais je vous laisse, si vous avez des commentaires, des questions, sentez-vous à l'aise de montrer un petit signe. Et puis, Christian va vous passer la parole pour que je puisse répondre à vos questions. Merci, merci Isabelle, vous m'entendez? Oui, vous Oui. m'entendez? Oui, ok. Euh, je suis un peu ébloui par tout ce que tu nous as apporté. J'ai envie quand même de te poser une ou deux questions, le temps Oui, aux autres de laisser préparer leurs propres questions. oui. Euh, Vas-y, je vais juste fermer pour oui, oui, le vas-y. soleil. Je Ouais. croirais que tu vas me piquer ma question encore. Oui, bien sûr. Attends. Alors, j- je voulais simplement te demander, bon, tu sais très bien que les premiers bouquins, c'était Derrière la magie, je ne sais plus comment ça s'appelait le titre. Oui, Où avec est, Alain Quérol et Josiane de Saint-Paul. oui, et même le Structure of Magic dans le bouquin de Bandler et Oui, de Grinder. de Où est la, Balder, oui. est-ce qu'il y a encore de la magie? Est-ce qu'il n'y en a jamais eu? La magie, c'est dans les yeux de celui qui ne sait pas comment faire le truc, déjà au départ. Donc, c'est pas une vraie magie, c'est un savoir-faire.
Mais c'est un comment faire que quand on ne sait pas comment faire, ça donne l'impression d'être magique. Comme par exemple, et là je reviens au tout début, à modéliser comment quelqu'un fait quelque chose, une discipline aussi incroyable que la gestalt, et être capable de faire en sorte de former des gens qui vont l'enseigner. C'est miraculeux parce que ça se serait perdu, l'information. Donc, pour moi, la PNL est très loin de la magie, mais le mot magie a enlevé la crédibilité à la PNL. Ça n'a pas donné bonne presse. Mais je comprends pourquoi ils ont utilisé ce mot-là. Parce que c'est des façons de faire qui, pour les gens qui ne savent pas comment le faire, c'est surprenant. Puis soyons honnêtes, hein, la PNL donne des résultats pour changer, hein, et beaucoup de résultats selon ce que les gens veulent vivre. Donc, c'est une approche fabuleuse pour le changement, Mhm. mais peut-être pas la magie. Ok, deuxième question. En fait, les années 70 ou les années 70, naissance de la PNL dans un environnement particulier, Californie, etc. Mais surtout, à mon sens aussi, un culte de la personnalité, de l'individualisme, de la réussite personnelle, qui a probablement pas mal évolué depuis lors. Est-ce que tu penses que par rapport au changement de paradigme, où on est passé quand même un peu moins dans cette culture de l'excellence, de la réussite, etc., on est dans quelque chose un peu plus soft maintenant, peut-être plus ouvert à l'autre, j'en sais rien. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen d'adapter la PNL à ça? Moi, je pense qu'il y a différents systèmes de valeurs sur la planète. Le docteur Claire Graves a fait des très, très beaux travaux là-dessus sur la systémie des valeurs pour les personnes qui sont intéressées. Donc, on n'est pas tous au même niveau de valeur sur la planète. Et là, je ne parle pas des croyances, je parle des valeurs. Ce qui fait que pour certaines personnes, l'important va être une réussite financière, sociale ou autre. Pour d'autres personnes, ça peut être autre chose. Ça peut être le partage, l'échange, l'amour, par exemple, la compassion. Il y a de la place pour tout ça dans le domaine de la PNL. Pour moi, c'est quand même de la PNL, mais c'est vrai que ça peut heurter les valeurs de certaines personnes. Donc, ce que j'entends en arrière de ça, c'est des centres de PNL qui demandent tellement cher que c'est rien qu'une question d'argent, ou qu'ont tellement de personnes. Moi, je me souviens d'avoir fait des cours, il y avait 150 étudiants, hein, et puis il n'y avait même pas d'enseignants secondaires dans le sens qui nous aidaient, qui nous accompagnaient, alors qu'ils pourraient très, très bien avoir payé des gens pour nous aider. Ils prenaient des anciens étudiants qui n'étaient même pas formés comme enseignants pour nous guider, nous accompagner en l'exercice. C'est un non-sens. Ça les mettait sous un stress en plus. Donc, il y a eu un peu de tout et il y a encore un peu de tout parce que chaque école de PNL a été créée par des gens qui ont un système de valeurs qui est différent les uns les autres. Donc, le plus important, c'est d'aller chercher la PNL qui vous convient. C'est un petit peu comme aller au resto, il y a bien du choix. Donc, choisissez l'endroit qui vous convient avec la qualité qui vous va, qui vous convient aussi, pour aller chercher vraiment qu'est-ce qui va faire une différence pour vous. Donc, moi, je suis ouverte aux multi-façons de faire quand c'est utile et aidant pour chacun. Maintenant, il y a eu aussi, puis c'est un petit peu en arrière de ta question, malheureusement, des utilisations non éthiques. Des fois, j'ai entendu parler aussi. Vous savez, comme je donne les formations d'enseignants, la majorité des écoles de PNL, j'ai eu des étudiants qui venaient de là, hein. Donc, je suis un peu au courant de tout ce qui se passe dans beaucoup d'écoles différentes. Donc, je ne veux pas les nommer parce que ce n'est pas notre propos, mais il y a certains enseignants qui vont influencer négativement des participants, ne pas leur donner du feedback au fur et à mesure sur leur apprentissage, enfin, plein de choses que j'ai entendues qui sont non éthiques pour moi. Un enseignant qui part pendant des heures en laissant les étudiants tout seuls dans la salle, ce genre de choses. Pour moi, en tant qu'enseignante, c'est juste pas possible. C'est totalement non éthique. Donc, oui, il y a des valeurs différentes, mais c'est comme autre chose dans la société. On peut aller au restaurant et chaque restaurant est différent. Ce qui est important, c'est notre libre arbitre et le fait qu'on a le droit et on peut choisir. Mhm. Donc, il faut juste faire plus de recherche peut-être pour savoir les commentaires. Et puis, quel est l'endroit qui nous convient le mieux. Et on a le droit de changer en cours de route. On a le droit de se tromper. Moi, je me souviens, j'avais suivi des cours avec un enseignant PNL qui était coté. Et quand je suis rentrée, j'ai dit, oh, palais, wow. Il y avait une grosse différence entre la façade et la réalité intérieure. Et j'ai changé d'école quand j'ai appris. Donc, soyez à l'écoute de ça pour vous. Et c'est important d'être à l'écoute de ce que vous percevez, de ce que vous ressentez et que vous faites le choix d'être au meilleur endroit, au meilleur moment pour vous-même dans votre développement. Ok, merci. Je pense qu'Abdelhakim a une question. Il brûle de la poser, je le connais. Mets ton micro, Abdelhakim. Ah, je l'ai mis. Ah, j'ai le micro. Alors moi, je voulais revenir sur le métamodèle.
Oui, parce que j'ai fait quand même pas mal de recherches dessus. oui, C'est un outil qui me passionne. Enfin, il oui, me passionne parce que bon, j'ai quand même une forte intuition que beaucoup de choses de PNL reposent sur le métamodèle. oui. Et Et si c'est on vrai, ne l'a pas compris, on ne peut pas comprendre le reste. c'est Si on n'a pas difficile. compris, si on n'a pas compris les structures sous-jacentes du métamodèle, la carte n'est pas le territoire, etc., et que c'est là-dedans qu'ils jouent, qu'ils ont voulu jouer au départ. Enfin, il y a eu les modélisations, comme tu en as parlé de Peirce, Virginia Satir, sur certaines distinctions qu'ils faisaient déjà, Oui. etc., ce qui a permis de, de, de créer le métamodèle. Mais j'ai travaillé énormément dessus. Hein. J'ai vraiment cherché. Je l'ai Ah, même tu as bien fait, tu as même bien fait. les schémas, j'étais obligé de les écrire pour les. Il fallait que je les entende, quoi. J'ai fait le même parcours que toi, tu sais. Voilà. J'ai fait, moi aussi, je cherchais parce qu'il y avait des choses qui me manquaient. C'est le seul moyen, en fait. Et non, mais moi, j'ai eu une grande déception, Isabelle, avec le traîneur que j'ai eu, parce qu'en réalité, j'ai beaucoup entendu de ta part ce soir que malgré que c'est un métier que tu aimes, etc., tu voulais quand même présenter quelque chose qui était fondé. Je veux dire, Oui, on peut dire que la PNL est magique, mais elle est magique et elle repose sur quelque chose. Si maintenant, oui. moi, tu ne m'as pas transmis sur quoi elle reposait, bah, je risque d'être confus, etc. Et donc, pour revenir au métamodèle, Surtout à ta question. Surtout à ta question. oui, oui, la question. Ah, je suis un peu long. Hein. Oui, oui. Détail. Hein. Non, mais quand je dis pour revenir au métamodèle et qu'ils fondent beaucoup, en réalité, même pour aller dans les métaprogrammes, tu ne peux pas faire Oui. les distinctions fines des métaprogrammes si tu n'as pas compris si tu n'arrives même pas à faire les autres. Je pense que c'est un pilier. Et donc, je revenais à la question, j'ai retourné le truc dans tous les sens, d'accord. Les mécanismes de modélisation, certes, c'est de l'omission, la généralisation, etc. Mais quand on questionne que de l'omission. On va chercher de l'information. C'était la question. Euh, c'est ça ta question? Ah oui, et puis Ça a après, été ton observation. Tu veux dire que ça a été ton observation. oui, c'est-à-dire, Alors, ce qui arrive, je vais répondre à ta oui, question. Ce qui arrive, c'est qu'on nous a appris, on m'a appris à l'époque qu'on faisait de la distorsion, généralisation ou sélection, mais on avait oublié de me dire qu'on peut avoir deux ou trois en même temps. oui. Donc, on peut faire une omission et une distorsion. On peut faire une généralisation et une distorsion. Donc, quand on pose des questions à quelqu'un, c'est pas que des questions sur les omissions. Ça peut être aussi sur la généralisation. Mais souvenez-vous, et puis c'est peut-être là que tu en es dans ta recherche, l'utilité de poser ces questions-là. On pose ces questions-là à la personne habituellement en lien avec ce qu'on a entendu de la personne. Alors, Donc, c'est pas nous qui allons dire qu'il y a une omission, si je peux, c'est est-ce qu'elle a fait une omission? si je peux juste reformuler, puisque peut-être j'ai mal posé la question, parce que de toute façon, les questions qu'on pose, on choisit pas en réalité, on choisit de poser la meilleure question qui puisse élargir la carte. On part pas dans un travail de, comment dirais-je, de comment, on n'est pas détective. En fait, il faut avoir cet esprit-là de pas se dire je suis un détective pour trouver, mais je suis là pour trouver la question qui fait la différence. Je pense. Ce que je voulais dire, Isabelle, en fait, dans le questionnement, quand je dis qu'on va chercher que de l'omission, même quand on questionne une généralisation, c'est pour avoir l'information sur laquelle il a fait cette généralisation-là, pour élargir le. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris, je ne sais pas. Écoute, dans les définitions officielles de Bandler et Grinder, c'était pas comme ça qu'ils voyaient la mission. Maintenant, j'entends très bien comment toi tu le comprends, et puis s'il y a une logique en arrière de ta compréhension, Ouais. mais eux, c'était pas dans ce sens-là. Le sens d'origine était le suivant, et je parle à l'origine. Encore une fois, le PNL évolue, hein? Mais à l'origine, il y avait deux choses importantes dans l'utilisation du métamodèle. On écoute quelqu'un parler et on se dit quel est le schéma qui est utilisé. Donc, la personne dit, par exemple, j'y arriverai jamais. OK? On ne sait pas en partant si c'est une sélection, une généralisation, une distorsion, mais on peut en se posant une question. Et la question est la suivante, est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que ça peut être vrai que la personne n'y arrivera jamais? Ou est-ce que c'est faux? Elle a une croyance qu'elle n'arrivera pas parce qu'elle se sabote ou parce qu'elle distorsionne.
Donc, dans un premier temps, faut savoir qu'est-ce que la personne a utilisé comme modèle pour ensuite la challenger. Mais la challenger, dans un premier temps, c'est de se synchroniser à son modèle. C'est-à-dire que le but, c'est pas que la personne tout de suite dise j'ai rien compris à ta question. Ça, c'est souvent ce que les gens vont dire, mais qu'ils nous comprennent. Donc, si la personne a fait une distorsion, on va d'abord aller dans le sens de la distorsion, mais pour ensuite l'amener peut-être à une généralisation et peut-être à une sélection, pour ouvrir à ce qu'elle va voir autre chose. Mais le principe de base, c'est la synchronicité, se synchroniser à l'autre. Donc, on partirait du même modèle, du même modèle. D'accord. Ok, est-ce que Donc, c'est il pas y a... nécessairement dans le... Pardon, excuse-moi. Vas-y. Comme je vois que le temps passe, est-ce qu'il y a Oui. encore une question brève ou relativement brève à poser? Je sais pas, Salia ou je sais pas. Non? Oui? Non? Je vois que tu Moi, bouges. je vous dis, oui. Tu as une question Est-ce à poser? que- Ah, Oui, oui, attends, elle attends, est attends, rapide. attends, laisse. Abdelhakim, je vais laisser un peu la place à l'autre. Je suis désolé, mais Ouais. sinon Bonjour, Salia, tu peux y aller. J'écoute ta question, Salia. Merci et bonjour à tous. Bonjour. Je vais essayer vraiment d'être très très brève. Alors, ma question c'est sur et merci beaucoup pour déjà pour l'éclairage déjà. Sur la notion de thérapeute justement. Oui. Quand on se forme, moi personnellement je ne suis pas personnel de la santé. J'ai ouvert dernièrement j'ai du mal à dire cabinet parce que pour moi, cabinet, je l'identifie au personnel de la santé. Je préfère dire j'ai un bureau où je reçois des personnes pour pouvoir les aider avec les techniques que j'ai, en quelque sorte, que j'ai. Voilà. Donc maintenant, on se positionne comment? Parce que c'est toujours la question qu'on posait, qu'on pose tout le temps dans les formations. Mais il y a certains centres qui s'affichent carrément en forme de thérapeutes avec ces techniques. Donc là maintenant, j'aimerais vraiment avoir parce que ma posture, elle reste la même. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas psychologue, je n'ai pas fait des études en psychologie. Donc, quelle est la posture qu'on doit prendre par rapport à cela? Écoute, je vais te répondre dans ma vision, bien sûr. Hein? Donc après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes entièrement libre. Hein? Mais je vais vous dire ce que j'enseigne depuis longtemps et qui, pour moi, est très important. Quand on fait des formations en PNL et en hypnose, on va chercher des outils, mais on ne veut pas chercher un métier de l'accompagnement. Donc, on a besoin, en parallèle à des outils, d'aller chercher un métier de l'accompagnement. Donc, faites une formation de coach. Pour moi, c'est obligatoire pour vous protéger et pour être légitime dans votre pays. Maintenant, ce que je dis, c'est pas vrai dans tous les pays en ce moment, mais ça le deviendra. Okay. Ça s'en va dans cette direction-là. Donc là, on se dit plutôt, on s'est formé au coaching qui un peu rassemble tous ces outils. Alors non, les écoles de coaching font du coaching. Il y a des écoles de coaching qui font coaching et PNL ou coaching et autre chose. Mais le coaching, c'est une approche en soi. Quand ils ajoutent la PNL, c'est des outils additionnels qu'ils vont ajouter par rapport à la philosophie des gens qui donnent la formation. Mais le coaching, c'est une méthodologie d'accompagnement qui est reconnue comme telle. Donc, vous pouvez très bien faire une formation de coach dans une école qui n'est pas PNL. Mais si vous le faites dans une école qui est PNL et que vous faites déjà de la PNL, ça vous facilite la vie. Parce que vous allez pouvoir utiliser vos outils et avoir du feedback sur l'utilisation de vos outils. Parce que le souci, sinon, c'est que vous allez faire des choses, puis l'école ne pourront pas vous donner du feedback parce qu'ils n'ont pas la connaissance par rapport au contenu que vous connaissez. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai développé il y a quelques années la formation d'hypno-coach. En hypnose, on avait le même souci. Les gens apprenaient des protocoles, mais n'avaient pas l'accompagnement. Et quand ils voulaient faire des formations de coach, les gens ne connaissaient pas l'hypnose, donc ils ne pouvaient pas bien pratiquer et avoir du feedback de qualité. Donc, puis par rapport au domaine de la santé, chez nous au Québec, on dit bureau de consultation, mais je sais qu'en Europe, on dit souvent cabinet. Comme chez nous, on dit client, on ne dit pas patient. Le mot patient pour nous est relié au domaine médical ou de la santé uniquement. Donc, moi, je vais toujours avec la loi en priorité et de bien vous positionner pour être légitime, pour être légal, pour ne pas avoir de soucis pour vous-même et pour les gens. Et c'est au-delà des fois vous avez un appel du cœur qui dit « je veux aider des gens, je vais être capable ». Mais ça ne veut pas dire que vous êtes légitime ou légal. Donc, allez chercher en plus des outils un métier de l'accompagnement. Ça, c'est la meilleure chose que je pourrais vous conseiller.
Je pense que cette réponse, Isabelle, est une excellente conclusion. On Oui, est parti vers le général. On a vu oui, l'histoire, la légende, on a renommé un certain nombre de choses, et tout ça nous amène à un apprentissage de la PNL qui est en fait un ensemble d'outils. On peut ajouter l'attitude en plus, ça ne mange pas de pain, mais effectivement, ça ne rend pas thérapeute, ça ne rend pas coach nécessairement, sauf si on a déjà fait des formations auparavant. Merci beaucoup infiniment. J'ai été surpris par le contenu. Je m'attendais à un plaidoyer, etc. Mais j'ai entendu quelque chose de tout à fait éclairant, avec un éclairage vraiment, je trouve, original, que j'ai rarement entendu par ailleurs, sur ce qu'est la PNL et ce que ça peut nous apporter. Je pense qu'il y a matière. Je sens qu'Abdelhakim bout encore de 1000 questions. Et je pense on va en faire une petite session de pratique. On va échanger entre nous par rapport à tout ce que tu as dit, parce qu'il y aurait matière à en parler pendant des heures. oui. Je vais simplement te remercier au nom de tous les participants actuels et ceux qui verront la vidéo plus tard sur cet éclairage absolument intéressant, et que je pense que tout PNListe qui se respecte doit entendre un jour, quelque part. Merci beaucoup Isabelle, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous, et à très bientôt sans doute, hein. Bonne soirée. Merci Isabelle. Merci beaucoup, Au revoir, Christian. au Merci revoir. à vous tous et bonne pratique de PNL. Merci. Grand Au plaisir, revoir. au revoir. Bye.